Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le cofondateur de Carbone, Asado Club, La Cantina et du studio Baby Gold. Il se définit comme le chat noir de la restauration parce qu'il retombe toujours sur ses pattes. Générique. Hello Stéphane, comment ça va? Parfait, tout va bien, ça roule. Ravi de t'avoir sur le plateau avec nous. Mm. Stéphane, on va directement mettre un peu les deux pieds dans le plat, parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'amène à venir sur le plateau aujourd'hui, pardon. Si tu veux bien, on va directement faire un petit retour en 2013. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en étais dans ta vie à ce moment-là? Absolument, mais oui, 2013, je me retrouve à la fin de mes études de droit et comme tout étudiant, je me mets à chercher du travail. Il se trouve que ça coïncide aussi avec une période où il y a eu beaucoup de troubles politiques dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, et je me retrouve un peu, comme on dit, sans le sou. Hein. Et donc je me suis mis à chercher du travail, mais pas forcément dans la Branche dans dans la laquelle tu branche étais à laquelle destiné. j'étais destiné à évoluer. Et je me suis rappelé que j'avais, quand j'étais un étudiant pas très assidu en fac de droit, organisé beaucoup de soirées étudiantes avec d'autres personnes. Et j'ai contacté ces personnes pour voir s'il n'y avait pas une place de troublion à faire, enfin à me rendre utile et puis surtout à gagner de l'argent. Et ils ont accepté de me donner mon premier job dans la restauration. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire à l'époque et ils m'ont donné position de runner. Alors là, quand on vous dit ça, ça a l'air très intéressant comme ça, mais c'est surtout très compliqué. Donc, le premier soir, sans expérience, j'arrive dans ce restaurant à Saint-Germain-des-Prés à l'époque, et coup de feu dans la cuisine, on me demande de sortir trois plats. Donc moi, je suis encore dans cet esprit des vannes qu'on se passait pendant le staff meal. Et puis je regarde le chef en lui disant mais t'es con quoi, j'ai que deux mains. C'est S'en est suivi un vol au vent d'une assiette de foie gras que j'ai évité de justesse. Et là, je fais une très jolie rencontre d'une personne qui est devenue une amie depuis quelques années et qui m'a appris à porter pour la première fois mes trois assiettes dans la main. Donc voilà, ça a commencé comme ça avait plutôt mal commencé, mais il se trouve que le chef et moi, on est devenus très proches et ça a été même celui qui a été notre consultant quand on a commencé L'aventure. l'aventure en perso. Voilà. Ok, donc un départ de carrière assez atypique, on peut C'est le dire. ça. On arrive là du coup en 2015, là ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu bosses dans la C'est restauration ça. et là qu'est-ce qui se passe? Ben, 2015, j'en avais un peu marre de travailler pour les autres, mais surtout, j'en avais marre de donner des conseils ou oui, d'apporter, enfin, selon moi, en tout cas, j'avais le sentiment de ne pas être suffisamment utile. Donc, je donnais des conseils pour améliorer, par exemple, le service ou l'expérience client, et à l'époque, mes employeurs ne tenaient pas compte de mes avis. Donc un soir, je rentre un peu excédé chez moi et celle qui deviendra mon associé, qui était déjà à l'époque ma compagne, me dit ben, j'en ai marre de t'entendre te plaindre, t'as qu'à le créer dans le restaurant et puis on verra bien. Donc je lui dis c'est sympa, mais j'ai pas d'argent pour créer un restaurant. Elle me dit mais c'est quoi le concept de ton restaurant? Et je lui décris ce que c'est qu'aujourd'hui le concept de Carbone, c'est-à-dire une cuisine de saison au feu de bois et justement un point de rencontre entre une culture peut-être africaine où on cuisine essentiellement Au feu. au feu et elle, chez elle, enfin qui est l'Argentine, son pays d'origine, où on cuisine également beaucoup avec le feu. Et donc, du coup, ça devient une obsession. Je me dis, il faut que je crée ce restaurant, mais sans argent, c'est un peu compliqué.
Et je me dis, bon, ben, ce qu'on va faire, on va extraire l'idée principale, qui est de la cuisson donc, au feu de bois. On va créer un stand de barbecue itinérant, histoire de gagner de l'argent. Et quand on en aura assez, on créera notre restaurant. Et donc là, ils seront très contents de l'apprendre s'ils entendent cette émission. Mais on fait une plaquette complètement au bluff, en racontant l'histoire de Asado Club, puisque c'était ça le premier projet. Et je vends ce projet à des gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'on fait, où tout le monde disait c'est interdit de faire du barbecue à Paris. On en voit un peu partout, à la Cité de la Mode à l'époque, au Grand Contrôle, à plein d'endroits. Et en fait, c'était une grosse opération de bluff, puisqu'on n'avait pas acheté un seul barbecue à l'époque, et que je ne savais même pas griller une seule saucisse. Exceptionnel. Et on arrive quand même à convaincre un propriétaire d'une péniche dans le 12e arrondissement qui nous loue son toit terrasse, une opération qu'on faisait avec un ami à moi qui s'occupait du bar. Et il s'avère que c'est tout de suite... ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. On fait ensuite des événements à la Nouba qui fonctionnent également. Et on rencontre un jour dans une opération de bluff dont Sabrina a le secret. On se rend au Grand Contrôle et elle demande à parler à un officiel ou du moins à un responsable. Et elle lui dit c'est génial votre concept, tout est formidable, mais il manque un truc. Un barbecue. Et les gars disent ah oui, mais c'est super, formidable. Mais est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Et le lendemain, on était en train de leur faire une démonstration et on est resté ensemble, on travaillait ensemble pendant 5 ans avec le Grand Contrôle. Et notre histoire, on va dire, commence vraiment quand on arrive au Grand Contrôle parce que c'est vraiment un relatif succès dès le départ. Et puis ça s'est amélioré avec les années. Et voilà. Là, à ce moment-là, il y a juste Sabrina, donc ta compagne et ton associé. C'est ça, c'est ça. On était avec 2 personnes qui étaient qui étaient, on va dire, en extra chez nous, qui n'étaient même pas salariés. C'était une franche bande de rigolos. Hein. Ouais. On n'était pas du tout, on va dire... Le sage que tu es aujourd'hui. Enfin... c'est par ça, je veux dire, l'homme qui a, qui a traversé des galères. Oui, c'est ça, sage, parfait. Et donc on a commencé avec une toute petite équipe, et puis au pic, en tout cas, début 2020, on avait quand même une équipe de 35 personnes. Voilà, donc c'est une très belle histoire aussi qui s'écrit. On en parlera avec des amitiés même qui se sont liées à travers le staff, et puis des histoires qui sont croisées et qui sont mêlées. Et donc, c'est une histoire avant tout humaine. C'est une aventure humaine avant tout, je pense, la restauration. Ok, donc là, le premier stand, ça se pérennise à Grande Contrôle. L'histoire, selon toi, commence réellement à ce moment-là. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Grande Contrôle, c'est ce que l'on peut appeler un tiers-lieu, un food court dans lequel il se passe plein de choses et il y a plusieurs stands, même pas mal de stands en réalité, à l'intérieur, à l'extérieur, de street food au sens large, si je peux me permettre. Et du coup, 5 années là-bas. Et à quel moment tu t'es dit, ok, on veut plus ? Alors, on veut autre chose, pas forcément plus. Oui, en fait, ça a été finalement l'idée même de construire le concept de Asado Club, c'était un tremplin pour arriver un jour à faire quelque chose comme Carbone. Donc, finalement, dès le départ, ça a été, on va dire, le cheval de Troie. C'était l'idée de pouvoir se servir d'un projet pour arriver à autre chose. Et juste après donc, la première saison à Grand Contrôle, on arrive à faire suffisamment d'argent pour acheter notre premier lieu, qui est rue Marie-Louise, qui était à l'époque, quand on a acheté, on a fait l'empanaderia. Donc on faisait des empanadas faites maison sur place, dans une espèce de petite échoppe. C'était tout petit. Il y avait à peine 8 couverts. C'était aussi, dans la stratégie, c'était l'idée de pouvoir avoir un lieu pendant l'hiver, puisque Grand Contrôle, ça fermait voilà, par définition l'hiver. Et du coup, on a réussi à le faire.
Quelques mois après, on a acheté notre premier food truck. Idem, c'était un gros coup de bluff. Merci à la mairie de Paris de ne pas avoir vu que notre dossier était un grossier Photoshop. Nous révéler tout ça, ça fait vraiment plaisir. Mais je trouve que avant tout, c'est un métier où il faut prendre des risques et puis être un peu fou. Parce que sinon, si on avance, on va dire, de façon trop carabiné, on n'y arrive pas. Il faut prendre des risques et puis il faut être un peu, il faut être un peu débrouillard. Et effectivement, un ami me parle de cet appel à projet de la mairie de Paris concernant les food trucks. Je trouve que l'idée est assez géniale. Seulement, le terme était une semaine après. Donc, on s'est enfermé avec Sabrina et on a construit ce projet de maison Waffelganger, qui est un food truck qui fait des chicken and waffles, mais revisité, avec des produits français, du très très bon poulet jaune des Landes qu'on avait avec un producteur absolument génial. On faisait des gaufres un peu barrés avec de la patate douce violette ou alors des produits comme ça. Et ça a eu un succès. On a d'abord été sélectionnés, on avait remporté les 3 emplacements les plus cool que la mairie de Paris proposait. Seulement juste après, on a eu les attentats. Donc ça, moins fun. Voilà, moins fun. Surtout, encore moins fun pour les affaires, c'était que ces endroits ont été on va dire, non pas des cibles, mais ont été victimes aussi du plan Vigipirate. C'est-à-dire que toutes les entrées principales ont été condamnées pour les déporter. Donc quand vous avez votre food truck devant l'entrée principale de l'hôpital Pompidou, mais qu'il n'y a personne qui rentre par là, tout de suite, ça vous avez l'air un peu d'être un fou, avec votre bouteille de gaz, et puis les flics à côté qui se disent « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Donc ça a très vite tourné au vinaigre. On a su rebondir encore une fois. On a réussi à avoir des emplacements à l'UGC Bibliothèque. Et c'était une très très belle aventure. Encore une fois, un peu folle parce qu'on n'avait pas de labo et toutes les personnes qui ont des food trucks savent que sans labo, c'est une véritable... c'est un parcours du combattant, c'est un truc impossible à faire. Et on avait assez de folie pour, à l'époque, ni Sabrina ni moi n'avions de permis de conduire. Donc on avait un food truck. Mais à l'époque, je me rappelle d'une phrase qui a une résonance intéressante aujourd'hui. Mon père m'a dit, tu sais, Donald Trump, il a des avions, il n'a pas la licence de pilote. Mais c'était à l'époque, hein, ça, personne ne citerait de prendrait en exemple aujourd'hui. À l'époque, c'était l'homme d'affaires. C'était ça. Et en fait, donc ça m'a donné une idée. Je me suis dit peut-être que je serais le Donald Trump du chicken and waffles. Et en fait, non, pas du tout. J'ai bien fait d'ailleurs. Mais et du coup, oui, la situation politique et tout nous a un peu plombé dans tout ça, dans cette histoire de food truck. Et à l'époque, effectivement, je crois qu'il y a eu aussi pas mal d'incompréhension des restaurateurs et les food trucks, et les gens n'avaient pas compris que ça n'avait absolument aucune incidence sur un chiffre d'affaires. J'ai rarement vu des gens qui voulaient aller manger dans un restaurant qui disent « Ah, finalement, je vais au camion. » Non, ça n'a pas de sens. Mais c'était une expérience qui était super enrichissante pour nous. Et quelques mois après ça, on a réussi également à pouvoir ramener le food truck au Grand Control. Donc au Grand Control, à un moment donné, on avait... Vous aviez 2 concepts. 2 concepts, absolument. Ce qui nous permettait... En plus de ça, un food truck, par définition, s'il ne bouge pas, il est truc, c'est encore mieux. Il y a 2 fois moins de coûts. Et puis, on arrivait à justement créer une synergie entre les 2 stands, même ne serait-ce que par rapport à nos fournisseurs et par rapport à notre organisation. Donc là, il commençait déjà à avoir une trame, une organisation assez intéressante. Au Grand Control avec Asado Club et le food truck Maison Waffelganger et l'empanaderia d'un autre côté. Voilà. Et tout ça, ça nous amène... Et tout ça, ça nous amène à
2017 où on ouvre. T'as regardé mes notes là? Oui, c'est ça. Pour retrouver l'année dont toi tu dois parler. Exceptionnel. Merci. Parce que ça va vite. À un moment donné, je vérifie si mes informations sont réelles, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par le boss. Et non, 2017, effectivement, on ouvre Carbone après, je pense, 7-8 mois de travaux. Donc on a pris en 2016. Et juillet donc 2017, tout de suite quelque chose d'un peu différent dans ce que les gens avaient l'habitude de faire à Paris. Parce que là, juste rappelle-nous, du coup, le concept de Carbone, toujours la cuisine autour du feu. Toujours la cuisine autour du feu, cette fois-ci indoor, avec donc, on va dire, on avait... À l'époque, c'était incompréhensible pour beaucoup de gens, même pour ceux qui écrivaient sur le restaurant. C'était ni un concept de restaurant argentin, ni un concept français, ni un concept suédois, parce qu'à l'époque, notre chef était suédois. Et les gens ne comprenaient pas. J'avais des gens qui venaient et qui disaient, mais en fait, vous êtes quoi au juste? Ils disaient, mais non, le concept de ce restaurant, c'est une cuisine autour du feu de bois avec plusieurs techniques. Et je disais, mais je ne comprends toujours pas. Mais en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, ils voulaient mettre une étiquette. Et je me rappelle d'un journal qui avait écrit sur Carbone dans des termes assez sympas d'ailleurs, mais qui avait dit nouveau restaurant pour viandards. Ça m'avait empêché de dormir. Ça m'avait empêché de dormir parce que je me disais, c'est quand même bête qu'on se soit casser la tête à faire un restaurant qui n'est justement où on a autant de viande que de fruits de mer, que de légumes et que de poissons, et que tout le monde ne retienne le fait qu'on ait une pièce de viande. Voilà. Ouais. Et donc du coup, ce que j'ai fait le lendemain, c'est que j'ai convoqué tout le monde et j'ai dit qu'on arrêtait le bœuf pendant, jusqu'à nouvel ordre. Et donc on l'a fait pendant 4 ou 5 mois. Tout le monde m'a pris pour un fou dans le restaurant. Ils m'ont dit que j'étais un fou. Mais on a réussi une chose, c'est qu'on s'est débarrassé de cette étiquette de restaurant de viandard. Et je trouvais que si on était un peu, mis dans un catalogué et mis dans une catégorie qui ne correspondait pas forcément à ce qu'on faisait. Au Carbone, c'est une expression libre de la cuisine. Le seul élément, on va dire, qui différencie d'un restaurant autre, c'est que la majorité de notre cuisine est basée sur l'idée du feu de bois. Voilà. Donc on utilise autant la parrilla donc à Argentine que le four à bois, que je sais pas moi, des petits barbecues japonais. Et donc l'idée c'est de cuisiner tout ce qu'on peut, des légumes, des fruits même, du poisson, de la viande, pas que de bœuf, de la volaille également. Avec ce vecteur-là. C'est ça, l'esprit de Carbone. Et le succès a été au rendez-vous. Quand vous avez ouvert Carbone, il y a eu un réel engouement à Paris, et même, totalement, si je dis pas de bêtises, il y a eu beaucoup de retombées même étrangères. Et non, absolument. Je pense que ce qui est intéressant dans cette idée de Carbone, c'était qu'on avait aussi cette liberté d'expression, où aussi on racontait une histoire entre moi qui viens de Côte d'Ivoire, Sabrina qui est argentine, le chef qui était suédois. Ça faisait une histoire même un peu rigolote. C'est un Suédois, une Argentine et un Ivoirien sont dans... Il y a une blague. Il y a une blague qui va arriver, il y a un truc. Et à la fin, on s'attend à une blague, en fait, il n'y a pas de blague. Mais ça dit, mais c'est bizarre, votre truc. Mais ça, c'est le monde aussi, aujourd'hui. Ouais. C'est d'arriver à pouvoir se parler, à pouvoir faire quelque chose, à exprimer quelque chose, alors qu'on a des backgrounds ou alors des origines différentes. Et c'est d'ailleurs même beaucoup plus enrichissant. Complètement. Bon, là, tu nous dépeins un sacré beau tableau. On se dit, OK, l'aventure, magnifique, ça démarre. Finalement, étape par étape, vous avez construit votre propre parcours, vos expériences pour arriver, sachant que ça n'est pas la fin, mais pour arriver à un projet qui, là, du coup, émerge encore plus que les autres, une reconnaissance aussi dans le monde de la restauration, qui, pour avoir été là pendant le départ, est amplement méritée. Mais là, maintenant, on va commencer à parler de la partie un peu moins fun. Des choses qui fâchent, non ? La partie un peu moins fun de l'histoire. Et absolument. Ça commence un matin d'octobre en 2018 où je suis réveillé assez brutalement
avec un appel de celui qui était à l'époque notre chef, Thibaut, qui me demande de venir instamment au restaurant parce qu'il y a le feu. Bon, on vous dit il y a le feu, il y a le feu. Je sais Ça pas. veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire aussi peut-être dans le jargon, il y a du monde, dépêche-toi. Je ne sais pas vraiment quelle heure il est. Mais je me suis couché plutôt très tard. Et là, je comprends qu'en fait, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il se trouve que j'habite à moins de 2 minutes du restaurant. Et donc, le réflexe, c'est d'ouvrir la fenêtre et puis de regarder. Et là, je comprends qu'il s'agit peut-être au sens littéral d'un feu. Donc, je me rends au restaurant et puis bon, on constate ce qu'on a constaté. Vous avez, je sais pas moi, 5 camions de pompiers, la police qui ferme à 500 mètres, voire 1 kilomètre à la ronde. Vous avez tout le monde dehors en train de contempler. Moi, mon premier réflexe, c'est quand même d'aller voir les voisins qu'on a évacués dans la rue pour voir si tout le monde va bien. Et je n'en tiens on va dire, aucun honneur ou mérite, mais je me rends compte qu'un de mes voisins a été sorti de son lit aussi, puisqu'il est plutôt relativement tôt, il est 9h, 8h. Et je cours chez moi aller chercher des vêtements et des chaussures pour pouvoir lui filer, avant de revenir et de m'enquérir un peu de la situation. Bon, en vrai, on est dehors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et quand tout ça, long short short, comme on dit, quand tout ça se calme, on nous demande de rentrer dans le restaurant pour, on va dire, constater. Ouais. Hein. Et effectivement, là, c'est la désolation. Plus, alors, pour situer un peu, le feu est apparu dans la cuisine et a pris dans les parties communes. Il y a eu quand même des dégâts dans l'immeuble. Parce que chez nous, il y a eu des dégâts, c'est normal, mais il y a eu quand même des dégâts dans l'immeuble. Et là, effectivement, on prend aussi on va dire la pleine mesure enfin, de ce qui s'est passé. Et là, c'est effectivement moins sympathique. C'est là où on se retrouve quand même désespérément seul. Ce qui est assez terrible dans cette histoire, c'est que l'incendie est dû à un mauvais, on va dire, entretien de la part de la compagnie qui gérait, qui entretenait, qui a installé, qui entretenait le conduit. Alors, le travail était bâclé. Dans ces cas-là, vous savez, même si ce n'est pas de votre responsabilité première, vous avez quand même une responsabilité, on va dire, au point de vue civil. Et là, il s'ensuit quand même des choses beaucoup moins sympathiques. Là, on rigole beaucoup moins, les convocations chez les flics, parce que les voisins vous attaquent. C'est également une pression incroyable de la part de certains voisins qui croient que vous avez tenté de les tuer. C'est également aussi un sentiment d'être complètement seul. Et c'est là où ça n'est pas du tout dans l'esprit de faire pleurer dans les chaumières, mais je trouve qu'on manque de quelque chose dans le monde de la restauration à Paris, c'est ce que je connais, et en comparaison, qui ai quelques amis dans d'autres capitales du monde, je trouve qu'il y a quelque chose assez contradictoire entre le fait que on a l'impression qu'on appartient tous à une forme de confrérie, à quelque chose avec un lien, machin. Alors on va manger chez un tel, on pense qu'on a des amis finalement. Et puis il y a la réalité, c'est que quand vous êtes face à un drame, un incident comme ça, vous avez 2 catégories de personnes. Ceux qui disent oui, de toute façon, j'ai entendu ça, c'était assez marrant, on a fait brûler le restaurant pour les assurances. Oui, je ne sais pas qui a réussi ça, il faudrait qu'il me donne un tuyau. C'est peut-être une idée à explorer un jour si j'ai un restaurant qui ne marche pas, mais c'est complètement idiot. Ouais. Toute personne qui est un peu censée ou qui a été confrontée de près ou de loin à ce genre d'événement ne peut pas penser une chose aussi stupide, c'est pas possible. Et vous avez d'autres personnes qui vous disent oui, alors je n'ai pas voulu prendre contact avec vous parce que je n'avais pas envie de vous... Gêner. Oui.
Pardon. Alors, donc, c'est assez paradoxal. C'est qu'au moment où vous avez besoin des gens disent: ah non, j'ai pas voulu te déranger. Donc, c'est assez fou. Mais dans cet, on va dire, océan de vide, hein, mais vraiment d'abandon, en tout cas de ce sentiment-là, il y a eu des gens qu'on ne connaissait même pas, des gens qu'il faut que je cite parce que ce serait même rendre le début du commencement de la pièce, et qui est aujourd'hui quelqu'un qui est devenu un ami. C'est par exemple Simone Tondo qui nous avait écrit un mot sur Instagram en disant: je ne vous connais pas personnellement, je connais l'histoire du restaurant. Nous, on était clients chez lui, mais j'ai toujours été discret dans les restaurants. Je vais manger, je ne vais pas forcément me présenter parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Et il nous a écrit un mot, et puis il nous a envoyé régulièrement des petits mots pour savoir comment on allait. Et c'est devenu un ami. Très bon ami même aujourd'hui de Sabrina, et je pense que c'est un exemple, lui, avec aussi un très bon pote à moi qui s'appelle Michael des Enfants du Marché, Ouais. Mika, et il y a eu comme ça 3-4 personnes qui pendant cette période se sont toujours montrées présents, juste avec un petit mot, juste avec une petite pensée, et c'était un grand soulagement, parce que vous vous retrouvez un peu dans cet événement-là complètement déboussolé, vous ne savez même pas vers qui vous tournez. Et moi, aujourd'hui, je veux, et je trouve que c'est très important qu'on puisse, dans cette profession, quand il y a un coup des galères comme ça, qu'on puisse pouvoir parler et se dire: ah, je connais quelqu'un qui a eu cette galère, ou alors je connais personne, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Il y a une espèce d'entraide, un truc qui pourrait faire avancer les gens. Ce qui nous est arrivé, c'est un défaut vous voyez, un manquement de la part d'un prestataire. Ça peut arriver à n'importe qui, et ça, vraiment, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Et effectivement, je trouve qu'il y a une forme de solitude qu'on retrouve dans ce genre d'événement qui est assez dommageable, parce qu'on se retrouve complètement perdu. Il y a la perte d'exploitation, il y a 19 employés sur le carreau, 17 employés sur le carreau, il y a les fournisseurs à payer. Je me rappelle de certains de nos fournisseurs qui étaient des tout petits gars qui faisaient de la volaille à gauche à droite, à qui on devait 1000 balles, et qu'on était obligé de ne pas les payer pour ne pas mettre la société en péril. Et donc, vous avez des drames humains comme ça qui se jouent. Les gens ont l'impression qu'un restaurant, c'est juste un restaurant. Mais il y a un tel... un écosystème. Exactement, un chapelet de personnes qui s'étend presque à l'infini. Je veux dire, une semaine avant, on était avec Terroir d'Avenir dans le Pays Basque, où je rencontre un éleveur de cannes, dont Carbone était le premier client. On lui achetait près de 60% de sa production de cannes, de cris, etc. Et voilà, ce sont des gens, le lendemain de la fermeture de Carbone, qui a duré 11 mois, qui ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires. C'est terrible. Ouais. Un gars qui est au fin fond du Pays Basque, avec 2 enfants qui vont à l'école à 30 km en voiture. C'est une réalité d'un drame qui peut se jouer économiquement, socialement. Et ce genre de conséquences-là sont aujourd'hui, encore une fois, plus que d'actualité. Il y a là une détresse, je trouve, du restaurateur. Aujourd'hui, on vit quelque chose de commun, donc on a l'impression qu'on est tous ensemble. Et encore une fois, tous ensemble, c'est une impression. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des contrats plus intéressants que nous, et puis les petits, toujours les mêmes qui payent pour les autres. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire dans ce point de vue-là, qui est de vraiment créer une vraie et une sincère, on va dire, entraide entre les restaurateurs. Et encore une fois, quelqu'un comme Mika des Enfants du Marché est en train de travailler dessus. Modestement, j'apporte ma contribution, parce que j'en ai connu quand même des petites galères. Et voilà, je trouve que c'est un très bon projet, c'est une très bonne initiative, et puis il faudrait accompagner ce genre d'initiative, qu'elles se multiplient, pour que les gens
se sentent beaucoup moins seuls quand ils ont des galères comme ça. Parce que je ne serai pas le premier, malheureusement, j'ai pas été le premier, je ne serai certainement pas le dernier à avoir ce genre de galère, que ce soit un incendie, une inondation, ce que vous voulez. Une bien sympathique aventure en tout cas, C'est ça. et je vais rebondir sur un événement encore plus fun. Si je comprends bien, quasiment une année de fermeture, ça doit nous emmener à quelque chose comme octobre 2019. C'est ça. Une réouverture, et là... Réouverture, super, génial. Les gens reviennent, je ne sais pas d'où ils sortent, ils reviennent. On a le carnet de réservation plein. On est même estomaqué, on est super content. Et puis donc... 5 mois après. 5 mois, oui, c'est ça. 6 mois après, hein, à peu près. 16 mars, 15 mars, je crois, on apprend ça, confinement. Bon, alors moi, je viens d'un pays où il y a eu pas mal de petits troubles, tout petits, hein, une petite guerre, des coups d'État. Ouais. Donc je connais l'idée du confinement, mais je n'arrive pas à comprendre l'idée du confinement ou du couvre-feu en France. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas à s'imprimer dans ma tête. Donc quand j'apprends ça le soir, on me dit, ben voilà, vous fermez, confinement, tout le monde chez soi. Je suis hilar. Alors mon staff est complètement dépassé. Il se dit, est-ce qu'il prend la mesure du problème? Je suis complètement dans les vapes. Je suis... tu réalises pas oui, je ne réalise pas du tout. Je me rappelle avoir fait... m'être dit, je vais m'ouvrir une bonne bouteille parce que ça risque de durer, cette histoire. Je crois que tu n'es pas le seul à avoir réagi comme ça, Stéphane. C'est ça. Et je me rappelle, Wayata, qui est notre sommelière, saura maintenant où sont passés... Où sont passées les bonnes quilles de la cave de carbone. Où sont passées certaines bonnes quilles. Parce que oui, ce soir-là, je crois que j'ai dû ouvrir 3-4 canons qui étaient assez costaud. Et donc voilà, on est censé fermer, on ferme, comme tout le monde. On arrive quand même à sauver une bonne partie de ce qu'on a dans les frigos. C'est un peu la panique. On en donne une bonne partie également. Associations, staff, les gens dans la rue, enfin, comme vous pouvez. Distribuer pour pas acheter, quoi. C'est ça. On se retrouve aussi à avoir plein de choses sous les mains, mais on ne peut pas vraiment sortir, on ne peut pas faire de trucs. Donc moi, je faisais un peu la navette en offrant à gauche, à droite. Et ça coïncide aussi avec, pour nous personnellement, avec Sabrina, la fin de la vie à deux. De la vie à deux, absolument, avec un intrus qui menace d'arriver à tout moment. Et donc là, c'est quand même un sentiment qui est assez partagé, parce que là, vous êtes en train d'attendre un événement qui est heureux, mais dans une période qui est assez trouble, avec tous les restaurants à l'arrêt. Donc, c'est une vraie... c'est vraiment un charivari de sentiments complètement contrariés entre la joie et un peu oui, c'est complètement perdu, en fait. Sonné, c'est ça. Moi, j'étais un peu comme un zombie. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Et donc, on se retrouve à devoir fermer. Mais fermé, nous, on a décidé de ne pas rouvrir, même au déconfinement, parce que déconfinement terrasse était quasiment exigé là, tu parles de Carbone. C'est ça. Ouais. Terrasse était exigé pour les restaurants. Donc, Carbone n'a pas de possibilité de terrasse sur la voie publique. Ouais. Donc, on ne rouvre pas, mais on met toute l'énergie et tout le staff sur la réouverture de Cantina. Donc, voilà. Ce tout petit établissement, mais qui, lui, a pu jouir d'une terrasse Hidalgo. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a été assez bénéfique pour nous, parce que non seulement le staff avait à cœur de pouvoir revenir cuisiner, et également, on a pu avoir une terrasse qui était, on va dire, oui, intéressante, et on a pu en tout cas entretenir un semblant d'activité quasi normale. Donc sur toute la saison estivale. Absolument. Et du coup, vous décidez de réouvrir Carbone, c'est quand? C'est début du mois de septembre? Début du mois de septembre, oui, il me semble, c'est ça. Et quelques mois, non, je crois même que c'était début octobre. Et quelques jours après, 2 semaines après, couvre-feu. Est-ce que cet établissement
ils préfèrent pas plutôt rester fermés? Je me suis posé la question. Et j'ai mené mon enquête. De toute façon, J'en ris parce qu'il vaut mieux en rire il qu'en faut mieux, pleurer. il vaut Ouais, mieux. exactement. De façon spirituelle également. J'ai interrogé des gens, des sachants, parce que moi je ne suis pas sachant dans cette histoire, il faut le savoir. Il y avait quand même pu avoir comme ça, ici et là, certaines choses qui se sont passées dans ce lieu. Mais pour entretenir le suspense, je n'en dirai pas plus. Très bien. Très bien. Les réponses ont été données. Donc, on annonce le couvre-feu. Là, vous venez de réouvrir Carbone. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous réagissez? Là, oui, voilà, là, il est hors de question qu'on referme, puisqu'on a quand même fermé 7 mois. Et donc, on se met en branle pour créer, se réinventer. Il faut, de toute façon, c'est de la survie. Et puis, finalement, c'est comme tout le monde, c'est quand on est dos au mur qu'on arrive à créer des choses intéressantes. Et donc, on a planché sur l'idée de créer ce on a appelé Café Carbone, c'est-à-dire un restaurant hybride entre Carbone et Cantina, ou quelque chose aussi qui s'étend sur des plages horaires qui sont un peu plus étendues finalement, entre le matin. Donc là, on part sur du continu. Exact. Enfin, pas exactement, puisqu'on essayait de tester donc, le modèle avant de pouvoir ouvrir réellement en continu. On n'a pas forcément eu le temps de le faire, puisque Café Carbone avec une durée de vie relativement courte. Oui, on peut le dire, mais comme dirait l'autre, il y avait de l'envie. Ouais. Il y avait de l'envie, il y avait aussi de la suite dans les idées. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, après donc l'annonce donc de la fin du couvre-feu et du début du reconfinement, on a développé une offre à emporter qu'on n'avait pas faite pendant 6 mois, 7 mois. Cette offre à emporter aujourd'hui a vocation à s'étendre. On a eu aussi cette idée de pouvoir amener pour... Justement, comme tu disais, après la plaisanterie, mais c'est très intéressant, mon envie et mon ambition, c'était de faire en sorte que ce lieu ne soit plus fermé. Donc, du coup, c'était l'idée de dire, on va ouvrir les portes, mais ce n'est pas uniquement pour le emporter. On a contacté plusieurs partenaires avec qui on travaille, des primeurs ou d'autres artistes. Absolument. Et finalement, on est arrivé à l'idée que c'était plus simple si on avait quelqu'un qui venait s'occuper pleinement de ce projet. On a ramené donc une boîte qui s'appelle C'est Juste, qui travaille avec des producteurs qui sont en général à 100 km de Paris, voilà, qui ont une philosophie qui correspond à la nôtre, avec des produits propres, avec des relations avec leurs producteurs qui sont à la fois humaines mais aussi économiques, mais dans le bon sens. C'est Juste, par exemple, propose sur ces étiquettes le prix auquel ils achètent aux paysans et le prix auquel ils vendent. Okay. Comme ça, alors ça fait souvent sourire les gens, où il y a des gens qui trouvent que c'est un peu, on va dire, moralisateur, mais c'est bien aussi de savoir de quoi on parle, de comprendre pourquoi c'est bien d'acheter en direct avec des petits artisans comme ça, et de savoir aussi pourquoi ce prix est pratiqué. Parce que je dis souvent ça, il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans les dinos mondains du fait que les agriculteurs ou les éleveurs se suicident, mais quand ils vont au restaurant, ils trouvent cher le fait qu'ils achètent tel ou tel produit. Mais on peut trouver ça cher, mais autant ne pas alors se plaindre qu'il y ait des suicides chez les agriculteurs ou chez des éleveurs, enfin. Voilà. Et notre ambition donc était donc, comme je disais, de rouvrir Carbone, de laisser ce lieu ouvert. Donc il y a aujourd'hui un primeur, il y a une fleuriste qui arrive à partir de la semaine prochaine. On travaille également avec Guillaume de la ferme de Clamecy, qui a été aussi un de nos producteur qui nous a soutenus, comme tous d'ailleurs, pendant les périodes d'incendie ou alors de confinement, et qui nous, à qui on a réservé le coin boucherie. On va travailler également avec les volailles du père de Fleur Godard, et voilà, on essaie on reçoit Fleur la semaine prochaine. Ah ben voilà, vous lui direz bonjour de ma part. et donc voilà, l'idée c'est quand même de
de se réinventer en créant une espèce d'épicerie où on a fait contribuer aussi nos vignerons préférés en créant des choses. La semaine prochaine, oui, on met en place une sélection 100% féminine. Non, pardon, c'est début décembre, où on va prendre que des vigneronnes qui vont, avec lesquelles on va travailler sur 15 jours. Et voilà, histoire d'essayer de créer aussi, de mettre de la lumière sur des gens qui sont un peu dans ce moment-là, qui ont besoin aussi de briller, et puis juste de rappeler aux gens que derrière... Sans eux, vous n'existez mais pas absolument, non plus. absolument. Et ça n'a rien du tout vraiment de concon, de moralisateur de dire ça. C'est vraiment un besoin de pouvoir faire en sorte que les gens se rendent compte de la chaîne de gens et d'événements derrière un restaurant. C'est très important. Ça en fait des choses intéressantes que tu as dit là, Stéphane. Ce qui est assez dingue quand même, c'est de se rendre compte que au-delà de toute cette histoire, et je passe envie de te dire que je suis désolé pour toi, pour tout ce qui s'est passé, mais ce que je trouve très beau et ce qui est important et ce qu'on veut souligner aujourd'hui dans cette émission, c'est que malgré toutes ces mésaventures, vous continuez à garder un certain cap, à mettre l'énergie au bon endroit, vous réinventer, faire prendre connaissance à vos clients de tout l'écosystème qu'il y a derrière. Et ça, nous, aujourd'hui, chez Tomorrow Food, on en est persuadé que c'est l'avenir, et on est très heureux parce que finalement, ton discours est similaire à celui de pas mal de restaurateurs qu'on a sur ce plateau. Et là-dessus, je veux te dire bravo, parce que tu pourrais très bien dire ok, on ferme tout, ok, on se met à vendre de la merde, ok, on augmente les marges. Ce que certains font, et on vous voit et on le sait, et c'est très important. Et vous inquiétez pas, quand tout le monde va réouvrir, on ne viendra plus chez vous. Par contre, dans les établissements comme le tien et comme les établissements des gens que tu as cités et des gens qu'on reçoit sur ce plateau, nous on est fiers de vous donner la parole et de vous merci de nous donner la parole. Mais surtout, à travers nous, c'est ces gens-là qu'on fait parler. Nous, à la limite, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, je dis ça, je ne sais pas pour dénigrer le travail de mes cuisiniers, je ne sais même pas faire cuire une omelette, mais je sais l'imaginer, la mettre en assiette, chacun ses talents. C'est le meilleur chef de cuisine de France. Non, je ne dirais pas ça. Peut-être de France, de mon adresse et de mon appartement, même pas, puisqu'il y aura quand même Sabrina pour réclamer son titre. Mais effectivement, ils font l'une des plus grandes parts, en tout cas du moins, du travail, parce que sans eux, le travail est rendu plus difficile. Sans des bons produits, sans des bons artisans, on n'arrive pas à faire de la très bonne cuisine. Ou alors, il nous faut beaucoup plus de talent, peut-être, être beaucoup plus magicien. Mais avec des très bons produits, en général, on arrive à faire une cuisine qui est bonne, qui peut plaire, qui peut ne pas plaire, mais on n'arrivera jamais à nous faire le procès de dire que les produits ne sont pas bons, que la cuisine n'est pas bonne et que le serveur n'était pas souriant. Au moins, on coche une des cases qui est de dire les produits sont bons. Ce qu'on en fait après, ça reste encore quelque chose de subjectif, mais souvent. Mais il y a une volonté aussi de faire en sorte que les gens mangent et mangent mangent des bons produits et qu'ils en aient pour leur argent. Voilà. Et si on essaye de se tourner un petit peu vers l'avenir, est-ce que toi, tu arrives encore à te projeter? Tu arrives encore à partir dans de nouveaux projets Oui, alors de toute façon, c'est simple. Hein. Moi, je viens d'un pays où si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Sabrina, pareil. Donc moi, j'ai jamais attendu. D'ailleurs, j'ai été suffisamment bête pour ne pas être salarié de ma propre boîte. C'est arrivé une fois avec l'incendie. J'avais juré sur tous les saints que ça m'arriverait pas. Il y a eu confinement. Je dis non, je ne me ferai pas reprendre une troisième fois. Et puis finalement, oui. Donc je crois que je dois aimer ça, être une espèce de martyr du salariat. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas salarié de mes propres boîtes. Mais donc du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas d'aide pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Je ne dis pas pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise. En tout cas, c'est toujours basé sur une histoire de chiffre d'affaires qui n'est pas réelle. Parce que je peux faire X millions de chiffre d'affaires et puis à peine me payer le SMIC, ce qui est une réalité. Et en fait, ça ne prend pas en compte la réalité personnelle de chaque chef d'entreprise. Quand on entend chef d'entreprise, on pense tous
à des gens qui volent en Falcon ou qui gros peuvent... 4x4, grosse montre. Oui, mais je crois que là... D'ailleurs, je vois ton énorme Rolex à ton poignet. J'entends ce que vous dites, monsieur. J'entends aussi ce que vous ne me dites pas. C'est un emprunt, c'était intéressant, mais non. Et voilà, donc, si vous voulez, cette crise aussi met l'accent sur ce que c'est que finalement, ce que c'est qu'une PME, ce qu'est une entreprise aujourd'hui. On se rend compte qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent, c'est tous les petits, c'est tous les gens qui sont un peu à la gorge, comme on dit, et qui font la France finalement, que ce soit du libraire au boucher, au petit restaurant du quartier. Et c'est finalement ça, la France des entreprises. C'est pas uniquement le CAC 40. Et ces gens-là se sentent aujourd'hui particulièrement abandonnés. À côté de ça, il ne faut pas baisser les bras. Je ne peux même pas pointer au chômage. Donc, à un moment donné, c'est marche ou crève. Ouais, donc, ça fait quand même quelques années qu'on a entrepris avec Sabrina de faire du consulting, c'est-à-dire de créer des établissements pour les autres. Et je crois qu'en termes de créativité et en tout cas d'envie, c'est ce qui nous fait aujourd'hui le plus vibrer, tout simplement. Donc on en a fait quelques-uns et on a signé des contrats dont on doit taire les noms. On en a fait d'autres qui sont un peu plus connus, qui fonctionnent, pour lesquels on a fait la déco et le concept de la food. Et on travaille également sur d'autres projets à venir, parce qu'il y a des projets qui sont à venir. Finalement, comme disait le maître du ruissellement, l'argent travaille. Alors moi je ne voyais pas travailler, mais on me montre que l'argent travaille. C'est assez bluffant. Et donc, il y a des gros projets sur lesquels on est en train de travailler, gros, petits, moyens. Et donc, il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui attendent tout simplement la fin de la crise et qui n'ont pas forcément de problème de trésorerie ou de choses comme ça. Donc, c'est intéressant de voir que même dans la crise, il y a des gens qui continuent. Mais il faut continuer de toute façon, parce qu'il faut penser à l'après-crise, que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faudra bien un jour qu'on puisse revenir à un semblant de normal, ou du moins d'adapter une nouvelle réalité, une nouvelle façon de travailler. Mais je ne crois pas à la fin définitive de la restauration. La restauration telle qu'on l'a connue, oui, peut-être, mais il y aura une nouvelle forme de restauration. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces infos que tu nous as données, pour nous partager un petit peu à la fois ton parcours et ta vision. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est celle qu'on pose à tous les invités de Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi ? Une bouillabaisse qui a mal tourné, quoi. Une bouillabaisse qui a mal tourné, merci. Merci Stéphane. Celle-là, on la note. Et j'ai un deuxième élément. Écoute, on a un objectif chez Tomorrow Food. On essaye de faire en sorte qu'Alain Ducasse vienne sur le plateau pour qu'on puisse échanger avec lui. Est-ce que tu serais prêt, si jamais il accepte, à venir à lui apporter ou lui faire goûter quelque chose de votre formidable cuisine, que ce soit Carbone, la Cantina ou potentiellement d'un nouveau projet qui va éclore dans quelques mois ? Et pourquoi pas ? Si Alain est curieux, on pourrait lui faire découvrir des choses. On travaille sur un projet très intéressant au confluent entre la cuisine sud-américaine et la cuisine africaine. Donc, ça pourrait lui faire découvrir des choses. Chef, si vous êtes intéressé par un peu de curiosité. Magnifique. Écoute, merci beaucoup Stéphane. J'espère que Monsieur Ducasse nous a entendus. Je te dis à très bientôt. Merci. Bon courage et on se retrouve très vite au marché directement chez Carbone. Merci beaucoup. Allez, et à bientôt. Ciao Stéphane. Au revoir.